s'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à utiliser le chat. Il y a l'onglet chat. Et une fois que la présentation sera à son terme, nous prendrons le temps de répondre à des questions. S'il y en a beaucoup, après, nous ferons ça dans un second temps. Alors, ben, je vais faire, puisque je l'ai dit, je vais couper juste ma vidéo. Voilà. Hop. Bienvenue à tous. Bah, écoutez, c'est déjà un plaisir pour moi d'intervenir auprès de la communauté INSA. On va parler aujourd'hui de financer, de projets, d'innovation, tout plein de termes comme ça. Et, un peu d'égocentrisme ne faisant pas de mal, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis INSA Lyon, GMC Promo 2005. GMC, c'est de la mécanique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai complété cette formation avec un master spécialisé à l'EM Lyon, donc plutôt école de commerce, quelques années, quelques expériences, et surtout, ce qui va nous amener à la discussion du jour, j'ai passé 10 ans dans le conseil en financement et innovation. Donc là, ça m'a permis de travailler dans plein de domaines, donc la méca, l'énergie, l'automatisme, enfin j'en ai fait tout plein. La liste n'est pas exhaustive. Et de travailler également 5 années dans un centre technique industriel, donc là, avec aussi du pilotage de projet et de différents financements publics. Là, je suis dans le domaine du textile, chimie, industrie du futur, pour ceux à qui ça parle. Attendez, j'ai un pop-up. Alors, pourquoi le financement de l'innovation? Alors, comme toute présentation qui se veut un peu sérieuse, on va commencer par balancer des chiffres. Donc, je suis allé sur l'INSEE et je suis allé chercher les dernières infos donc, qui datent de 2021, qui nous dit que en France, les entreprises qui font de la R&D, donc recherche et développement, pour les entreprises, ça représente une dépense de 36,5 milliards d'euros par an. Si on rajoute la partie recherche publique, on monte jusqu'à 55 milliards d'euros, 30,2% du PIB. Donc on parle bien de milliards d'euros, donc on parle quand même de gros montants, parce que l'innovation, ça coûte. Et alors, j'imagine que beaucoup parmi vous sont en entreprise. Du point de vue du chef d'entreprise, la recherche et développement, c'est un coût. Donc, c'est finalement une sorte d'investissement que l'entreprise va mettre dans ses projets pour après, derrière, espérer des résultats sous forme de nouveaux produits ou autres. Donc, c'est un risque pour l'entreprise. C'est un risque. Et du coup, on a de la chance d'être en France sur le fait d'avoir des solutions qui permettent justement d'alléger ce coût pour justement aller favoriser l'innovation. Donc, vous verrez, on parlera beaucoup d'innovation, d'aide publique aujourd'hui, pour justement que ça coûte moins cher aux entreprises et les encourager à innover. Alors, on est dans la communauté INSA aujourd'hui. Je pense que tous ceux parmi vous qui ont des postes proches de la R&D, bien sûr, sur ce type de poste-là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va vous être utile parce que ça va vous aider à comprendre votre budget. Ça peut vous aider éventuellement, si vous avez un projet à défendre auprès d'une direction, de dire « Ah bah oui, il me coûte tant, mais je peux aussi aller chercher des aides là et là ». Ça peut aider aussi dans le montage de collaboration. Enfin, vous pouvez après avoir plein de pistes là-dessus suite à ça. Sachant que la présentation d'aujourd'hui se veut un premier niveau de lecture. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est qu'à la fin, vous ayez eu au moins entendu les mots-clés autour du financement de l'innovation. Derrière, vous verrez, il faudra rentrer dans le détail de chaque sujet pour vraiment avancer sur du concret, quoi, sur des projets. Donc ce soir, le sommaire, hein, donc on va parler des financements, des financeurs publics. On va parler de manière bien sûr macroscopique, mais comment on fait pour les obtenir, quelles sont les démarches. Et je vous ai mis à la fin quelques exemples, juste pour illustrer en fait ce que je vais montrer avant sur les différents types de financement. Donc, quel type de financement? Alors, on va parler beaucoup public, comme je vous le disais, les aides publiques pour l'innovation. En France, donc, comme je le disais avant, il en existe, et en fait, il en existe beaucoup. Il en existe aussi en Europe. Si on veut, toujours pour mettre quelques chiffres, l'aide publique en France, ça représente, sur l'innovation, bien évidemment, ça représente 11 milliards d'euros par an. Donc, c'est déjà une sacrée enveloppe, toute aide confondue. Il faut savoir que ces 11 milliards d'euros sont dispensés via différents dispositifs.
Alors, si on s'amuse à essayer de les compter, ben, on ne peut pas. Mais grosso modo, on peut. J'en ai recensé 160, mais je pense qu'il m'en manque. Donc, il y a énormément de dispositifs. Donc, pas mal d'argent, énormément de dispositifs. C'est aussi un peu pour ça qu'il y a ce type de sensibilisation pour dire y voir un petit peu plus clair. Notamment parce que ces 160 dispositifs, eh ben, ça peut dépendre de énormément de facteurs. Le lieu où est implantée l'entreprise, le secteur d'activité, la taille, les contraintes de planning, etc. Donc, vous avez plein de contraintes. Donc, c'est un peu la jungle. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer déjà aujourd'hui de rationaliser un petit peu par différents types. Donc, les aides publiques, moi, je fais le découpage suivant, c'est par nature d'aide, c'est-à-dire la manière dont l'aide va impacter la vie de l'entreprise. Donc moi, je vous en présente trois qu'on va détailler par la suite. La partie plutôt réduction ou crédit d'impôt, donc qui va toucher un impôt. Une partie sur tout ce qui est lié aux charges sociales, donc c'est vous êtes salarié, votre employeur paye des charges. Et les aides directes, les subventions, mais pas que, vous allez voir. Alors, donc on va les faire dans cet ordre-là. Donc les réductions et crédits d'impôt. Donc là, ce sont des avantages fiscaux. Alors je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fiscalité parce que sinon ça va devenir un petit peu assommant. Juste, l'entreprise va forcément payer un impôt, l'impôt sur la société, alors en tout cas est assujetti à l'impôt. Et donc, ben, l'aide va consister finalement à aller réduire cet impôt via différents dispositifs qui, bien sûr, sont associés à des critères d'innovation. Alors, je vous ai mis à la Prévert quelques noms ici, parce que certains, on va les retrouver plus loin. Mais vous avez, j'imagine, ceux d'entre vous qui sont en R&D n'ont pas pu passer à côté du crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation. Il y en a d'autres. Il y a des aides pour la fiscalité sur les brevets, par exemple. Donc, vous avez différentes aides qui vont toucher, là, plutôt l'aspect fiscalité d'entreprise. Donc, ce sont des aides qui concernent l'entreprise, donc qui sont individuelles, hein, et qui, ben, comme je l'ai dit, c'est fiscal, donc ça suit le calendrier fiscal de l'entreprise et des règles associées. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les réductions de charges. Donc là, c'est plus des avantages sociaux, c'est-à-dire que vous allez avoir des réductions de charges de l'employé sous réserve de remplir certaines conditions. Alors, très honnêtement, il y a très peu de dispositifs qui permettent ça. Je vous ai mis les deux qui me sont apparus de manière un peu spontanée, qui sont les jeunes entreprises innovantes et universitaires. Donc, je ne vais pas beaucoup m'étaler dessus sur la suite, mais simplement, sachez que ça peut exister aussi de passer de, grosso modo, de 50 à 20% de charge quoi, sur des salariés qui font de la recherche, qui font de l'innovation. Alors, le troisième type, ce sont ce que j'appelle les aides directes. Donc, les aides directes, ben, c'est des subventions. Une subvention, je pense que tout le monde sait ce qu'est une subvention. C'est tout simplement un financeur qui va vous faire verser un montant d'argent. Alors, il existe aussi un autre type d'aide qui s'appelle les avances remboursables. Alors, l'avance remboursable, c'est le même principe que la subvention, c'est-à-dire qu'on va vous verser de l'argent, mais cet argent, il y a une condition de remboursement. Donc, c'est-à-dire qui peut être par exemple une condition de réussite du projet, une condition de chiffre d'affaires généré à 2 ans après le projet. Et donc là, du coup, bah, si la condition est remplie à ce moment-là, et forcément, la subvention qui sera donnée va devoir être remboursée par l'entreprise. Vous avez une troisième type d'aide directe, ce sont les prêts. Les prêts, donc ce sont des emprunts, hein, on parlera un petit peu plus tard d'emprunts, mais c'est généralement, enfin celles qui vont nous intéresser en tout cas, c'est des emprunts avec des taux d'intérêt ou des conditions qui sont intéressantes, hein. La difficulté étant d'obtenir des prêts pour de l'innovation qui n'est pas quelque chose qui n'est pas forcément tangible. Alors, voilà, il y a ces trois types-là. Ce que vous allez principalement rencontrer en aide publique, c'est souvent des mix dans les entreprises, c'est mix subvention avance remboursable. Donc, vous avez, j'en sais rien, une aide de 100, il y en a 50 qui vont être de la subvention, et les 50 autres, eh ben, si le projet génère tant de chiffre d'affaires, eh ben, hop, vous allez devoir les rendre, mais du coup, 2, 3, 4 ans après. Ça reste quand même un avantage, puisque ça permet d'avoir de la trésorerie pour démarrer des projets innovants. Et autant ce qu'on avait avant concernait des projets collectifs, des projets individuels,
Autant là, il peut y avoir aussi des projets collectifs. Donc, c'est plusieurs partenaires qui vont se regrouper pour après obtenir une aide avec ces différentes formes. On détaillera après, mais effectivement, les aides directes, ça va concerner en gros, toutes les maturités de projet, donc de la création jusqu'à la mise sur le marché d'un produit. Alors, j'ai mis un petit encart sur les aides privées, mais on ne va pas beaucoup s'étendre dessus non plus. C'est simplement comme ça, je voulais que la présentation soit exhaustive et que vous ayez vraiment toute la liste. C'est qu'on peut aussi aller chercher de l'aide auprès des banques, tout simplement. Sur un projet innovant, effectivement, il faut aller démontrer un beau résultat derrière, mais il y a des banques qui suivent et qui sont sur l'innovation, ou quand vous avez de l'innovation qui est liée, par exemple, à un impact environnemental positif. Donc voilà, il y a des prêts bancaires, c'est une autre manière d'aller chercher de l'argent pour des projets innovants. Et vous avez tout ce qui est alors, intervention en fonds propres, c'est-à-dire concrètement des gens qui vont prendre des parts dans l'entreprise. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Hein. Donc ça peut être des investisseurs, ça peut être des fonds d'investissement aussi, des business angels. Alors je fais une toute petite parenthèse, on va faire un peu de promo pour le réseau, mais les Insa Angels, c'est des ingénieurs INSA qui vont pouvoir être business angels, c'est-à-dire des investisseurs qui vont pouvoir se regrouper ensemble pour après aider, alors c'est souvent des startups, à se lancer sur différents sujets. Donc, c'est des tickets d'entrée assez bas qui permettent de pouvoir suivre des sujets intéressants. Et vous avez aussi des entreprises qui peuvent créer des groupements, s'associer, et puis après aller investir dans des boîtes, racheter des startups. Vous avez tout ce système-là qui peut être exister aussi. D'ailleurs, ce n'est pas que pour l'innovation, là je l'ai mis là-dessus, mais bien sûr, ce n'est pas que pour financer l'innovation, tous ces éléments-là. Voilà, donc aide publique, aide privée. Maintenant, la question qu'on va se poser, tous ces milliards que j'annonçais au début, mais où sont-ils finalement? Qui les détient? Alors là, c'est typiquement un moment où il faudrait 2 heures pour présenter tout le monde, donc je vous l'ai fait vraiment très synthétique ici. Euh, Vous avez différents types de financeurs publics, donc je vais commencer par l'État français. L'État français qui peut se manifester via le ministère de la Recherche, par exemple, via le ministère de l'Économie, via les armées, hein, il y a le petit logo DGA à côté. Donc l'État français va aller financer des projets innovants. Vous avez, si je décentralise un peu, vous avez tout ce qui est région, métropole, communauté de communes, qui vont aussi avoir, surtout les régions, ont pas mal de fonds pour les projets et les entreprises. Vous avez BPI. BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à prendre des informations sur cet organisme. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, ça s'appelait avant Oseo et Envar. Et en gros, le principe, c'est une banque, mais sur des fonds publics et qui va fonctionner comme une banque, mais aussi aller subventionner ou proposer des prêts, comme je parlais tout à l'heure, mais axés sur l'innovation. Alors, ils ne font pas que de l'innovation, mais en tout cas, il y a pas mal d'aides proposées aussi par BPI sur ce sujet. L'Europe, bien évidemment, on parle de France, mais l'Europe aussi, l'Europe a des gros montants. Après, c'est des montants pour lesquels on est forcément en concurrence avec toute l'Europe. Mais il y a des beaux enjeux aussi, des belles enveloppes à récupérer. Vous avez aussi certains organismes de recherche publique qui vont aller de différentes manières lancer des appels à projets, donc typiquement l'ANR, là que je prends l'exemple, le CNRS, etc., qui, qui peuvent proposer aussi de financer des projets de recherche et d'innovation. Et enfin, des organismes spécialisés. Alors là, j'ai cité l'ADEME, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc pour tout ce qui est projet, on va dire transition environnementale, écologie. Les éco-organismes aussi, on n'y pense pas toujours, mais je vous ai cité Ecomaison ici, qui est l'organisme pour la maison. Moi, dans le textile, on a Verifashion. Donc voilà, vous avez aussi ces organismes-là qui ont un budget de R&D, donc pour la R&D et qui, du coup, comme ils n'en font pas en propre, lancent souvent des appels à subventions.
Alors, vous voyez bien que je peux absolument pas être exhaustif, hein. Là, je vous donne vraiment des grandes lignes, mais en fonction de votre région, de votre domaine d'activité, ça peut déjà vous permettre de cibler un petit peu. Alors, puisqu'on est dans les financeurs, j'ai mis une petite parenthèse sur France 2030. Alors, je ne vais pas vous faire l'article de France 2030, parce que ça, on en voit beaucoup, mais je voulais juste faire une petite précision quand même sur ce que c'est et ce que c'est, en fait, tout simplement, en une slide. France 2030, donc c'est un fonds de 54 milliards d'euros d'investissement qui sont prévus pour des effets d'ici à 2030. Ça soutient plein de choses, dont la recherche et l'innovation. Après, il y a aussi l'investissement, la formation, mais bon, ça soutient tout ça via différentes actions. L'idée de France 2030, c'est de permettre de développer ce qui sont appelées les filières stratégiques, donc voilà, nucléaire, aéro, etc. Ben, il y en a plein, hein. Le but étant, voilà, être indépendant, hein, c'est un héritage de la crise Covid notamment, hein, tout ça. Maîtriser le numérique. Il y a aussi tout un volet sur les startups et entreprises innovantes. Et il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble la moitié des fonds qui sont pour favoriser tout ce qui est décarbonation. Donc c'est aussi un sujet intéressant. Donc France 2030, c'est un fonds, c'est-à-dire que c'est une enveloppe allouée par l'État, mais ce n'est pas eux directement qui vont, qui vont aller l'opérer, c'est-à-dire la gérer. Ça va être les organismes français qu'on a vus juste avant. Donc vous allez avoir des projets France 2030 chez BPI, certains à l'ADEME, certains ailleurs. Hop. Alors, je vais parler des démarches. Alors, je vais parler dans les grandes lignes des démarches, c'est simplement pour que vous montrer la différence en fait que l'on va avoir selon les différents types de dispositifs qui ont été présentés tout à l'heure. Hop, si je me mets là, voilà. Donc, déjà, sur les principes généraux, ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, mais tout est lié à la R&D et l'innovation dans les aides dont on parle. Donc, à la base, il faut un projet ou une idée, mais qui va devenir un projet. Et c'est en partant de ça qu'après, on va identifier, chercher l'aide qui va bien, et pas le contraire. Ensuite, une fois qu'on a notre projet, eh ben, effectivement, on va aller chercher les dispositifs. Bien sûr, tous ne permettent pas de rentrer dans le cahier des charges, enfin, ne permettent pas que le projet rentre dans le cahier des charges. Et donc, chaque dispositif va finalement avoir ce qu'on appelle des critères d'éligibilité. C'est tout simplement sous quelles conditions on va toucher l'aide en question. Ces critères, là, pareil, impossible d'en mettre une liste exhaustive, mais dans l'idée, ça va toucher sur la nature des travaux, bien évidemment, ça peut être leur niveau de maturité, de développement, le type de dépenses qui sont éligibles. Il peut y avoir des critères financiers aussi, montant de budget, maximum, minimum, budget par partenaire. Pour les projets qui sont collaboratifs, donc avec plusieurs partenaires, on peut être aussi limité en nombre de partenaires, ou on peut imposer un type de partenaire, hein. On peut avoir des projets où on nous dit, là, il faut absolument qu'il y ait un laboratoire public, plus un organisme, plus une entreprise, plus une PME. Il peut y avoir des critères aussi sur l'impact du projet, il faut que ça génère des emplois, etc. Ou des impacts beaucoup plus pragmatiques sur, il y a une deadline à respecter, sur le dépôt, il y a un processus et autres. Donc, en fait, tous les dispositifs qui existent vont chacun avoir des critères, et c'est au regard de ces critères qu'on va dire, bah, tiens, est-ce que effectivement j'ai une chance d'être financé, de faire financer mon projet. Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure, donc j'avais 3 catégories. Alors, je mets de côté la partie charge sociale qui est vraiment anecdotique, mais sur ce qui est les crédits d'impôt ou les aides directes, les processus sont différents. Et c'est ça que je vais vous détailler juste après. Donc, les crédits d'impôt, le principe du crédit d'impôt, alors c'est comme nous, nos impôts sur le revenu finalement, c'est-à-dire on va déclarer, la société va déclarer le montant qu'elle évalue, qu'elle a calculé de son crédit d'impôt. En fonction de sa connaissance, des critères, elle va dire, bah, tiens, ça me donne droit à tant de crédit d'impôt cette année. Du coup, bah, quand la société va faire sa paperasse de déclaration, elle va aussi dire, bah, j'ai droit à tant de crédit d'impôt. Donc là, ça tient vraiment, c'est un formulaire de quelques pages avec 3 chiffres, hein, il n'y a rien de plus à ce niveau-là. Et du coup, c'est de fait obtenu. C'est-à-dire que l'État va dire, bah, OK, ben, vous avez dit que vous avez droit à tant, je vous le donne. Mais bien évidemment, l'administration derrière va dire, OK,
de temps en temps, ou parce que ça répond à certains critères, je vais aller vérifier ce qui a été déposé par la société. Est-ce que réellement, effectivement, la société a dit ça, mais elle dit qu'elle avait droit à tant de crédits d'impôt, mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on appelle le contrôle fiscal dans le langage courant, qui n'a rien de sorcier. C'est simplement que l'administration veut vérifier que vous avez bien respecté les critères que vous dites avoir respectés. Il y a quand même une subtilité, c'est que ça peut intervenir jusqu'à 3 ans après le dépôt de la déclaration. C'est quelque chose qui vient du coup après et qui peut venir parfois même après la fin du projet. Quand ça arrive, il faut qu'on présente, il faut qu'on justifie. Donc l'entreprise doit présenter des dossiers justificatifs qui justifient à la fois techniquement présenter le ou les projets et dire tiens, mais ça répond bien aux critères du dispositif en question, et les critères financiers, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des critères sur les dépenses. Certaines sont éligibles, d'autres ne le sont pas. Et des modes de calcul qui le sont. Le versement aussi, parce que c'est intéressant de savoir quand est-ce que ça est versé. Donc, comme j'ai expliqué, sur ces crédits d'impôt, c'est déduit de l'IS. Donc, l'IS, impôt sur la société. Donc, l'entreprise va avoir son impôt sur la société. Ce sera reporté d'une année jusqu'à 3 ans. Donc, ça veut dire cette déduction, ce versement, finalement, versement entre guillemets, c'est directement l'impôt va payer l'entreprise. Après, il y a des conditions qui permettent, notamment dans le cadre de petites entreprises ou entreprises de vente, qui permettent de se faire rembourser immédiatement. En tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de crédit d'impôt, c'est la différence subtile entre réduction d'impôt et crédit d'impôt. C'est que le crédit d'impôt, quoi qu'il arrive, vous est dû. Alors, sauf s'il y a un contrôle fiscal qui n'est pas d'accord, mais en tout cas, à partir du moment où vous le déclarez, l'État doit vous le verser. Donc, c'est jamais perdu, même si vous êtes dans une société qui est en déficit ou qui n'a pas assez d'impôts. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de le processus pour les crédits d'impôt? C'est ce que je mets, donc ce qui apparaît en haut à droite. C'est qu'on va, comme je dis, on va faire le projet de R&D, il se réalise. Hop, du coup, je déclare donc directement, j'obtiens mon aide, mon crédit d'impôt, parce que j'ai fait le projet en tant qu'entreprise, je m'auto-déclare. Et après coup, s'il y a un contrôle, il faut que j'aille justifier que le projet que j'ai fait correspond bien aux critères du dispositif. Alors, si je regarde les aides directes, donc les aides directes, le fonctionnement est un peu différent. Donc les aides directes, c'est principalement, comme je disais tout à l'heure, ce qui ressemble ce qui est comme des subventions. Le principe, c'est que déjà, il y a ce qu'on appelle un document clé qui s'appelle l'appel à projet. L'appel à projet, c'est tout simplement le cahier des charges qui, justement, va reprendre tous les critères et va les définir, dire voilà, moi je suis financeur, je finance des projets selon tel type de critères, tel type de projet, telle entreprise, telle durée, enfin peu importe. Donc c'est vraiment tout le cahier des charges à respecter pour déjà avoir une chance de pouvoir obtenir l'aide. Du coup, donc le financeur va le publier, donc c'est public, les appels à projets. Je vous donnerai à la fin quelques sites pour aller en trouver. Vous allez du coup préparer des dossiers. Donc là, c'est des dossiers où on va décrire le projet, on va décrire le budget. Si on est plusieurs, on va décrire chacun des partenaires, le rôle de chacun, l'interaction, les résultats attendus. Donc il y a un travail de dossier qui est plutôt à faire en amont du coup là, du projet, puisque là, le projet n'est pas encore lancé. Bon, ok, maintenant tout se fait par plateforme, donc c'est assez simple, si vous voulez, l'administratif est assez simple de gestion, on va dire, à partir du moment où on a Internet. Ce qui est important, c'est que dans tous les appels à projets, vous avez une deadline, et là, c'est à respecter jour et heure. Si c'est le 15 février à 11 h, à 11h02, c'est trop tard. Donc, soyez attentifs à ça aussi. Et après, c'est variable, selon les aides, comme je l'ai expliqué, le cahier des charges peut vraiment changer de l'une à l'autre. Il y en a certains où vous avez des jurys, il y en a certains où vous allez devoir présenter le projet avant, certains où vous allez devoir passer par des pôles de compétitivité pour pouvoir labelliser, c'est-à-dire en gros que le pôle dise que oui, le projet correspond bien à sa culture, à sa feuille de route scientifique, pardon. Donc ça dépend, tout ça est écrit dans l'appel à projet, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment va être le processus. Donc, une fois que l'aide est obtenue, donc là, on vous dit, OK, bravo, vous pouvez démarrer votre projet. À ce moment-là, le projet va durer 1, 2, 3, 4 ans. Et donc, vous allez avoir au fil du projet, en plus de faire vivre et avancer votre projet technique, faire des bilans aussi intermédiaires
et un bilan final au solde. Donc le financeur va attendre effectivement des retours, souvent des retours d'ailleurs et financiers et techniques, hein, plus ou moins à divers degrés selon le type de financeur. Donc les versements de ce type d'aide, donc les subventions ou avances remboursables, généralement il y a un versement initial. Alors ça peut varier selon l'aide, ça peut être 20 ça peut être 30. Et ensuite, ben, au fil justement de ces fameux bilans intermédiaires, vous avez souvent ça peut déclencher un versement et il en reste toujours pour le solde à la fin du projet. Donc là, si on regarde en haut à droite, le processus du coup par rapport à si je fais le parallèle à celui des crédits d'impôt, il est inversé en fait. C'est que là, on va d'abord commencer par devoir justifier le projet. Une fois que le projet est justifié et si ça passe, à ce moment-là, on obtient l'aide et après on démarre, on réalise le projet. Et si le projet est réalisé, tel qu'il était, enfin prévu, en tout cas dans les lignes de ce qui était prévu, il n'y a pas de raison que l'aide ne soit pas obtenue à la fin. Donc voilà, je vous ai donné, les démarches. Ce que je voulais faire, maintenant, c'était vous donner quelques exemples. Alors comme j'ai indiqué tout à l'heure, hein, là encore, impossible de faire quelque chose à l'après-vert. C'est juste pour que vous ayez une idée du panorama et de dire concrètement quels peuvent être les critères, les types d'aides qui sont. Alors, ce que j'ai fait là, alors, c'est un panorama. Alors, je l'ai fait selon les critères de maturité de projet. Donc, alors je sais pas si c'est j'espère que c'est bien visible chez vous, mais voilà, l'idée c'est, donc ça c'est une échelle de maturité. Alors c'est une échelle maison, mais si vous voulez vous en servir, c'est comme vous voulez. Pour ceux qui connaissent, je l'ai fait sur la base des TRL, hein. L'idée étant de dire, je pars de l'idée, du projet au tout début et puis après d'aller jusqu'à la mise sur le marché, donc en passant par différentes étapes. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est de mettre les différentes aides, enfin quelques exemples d'aides, pardon, par rapport à ces degrés-là. Donc sur l'aspect, crédit d'impôt, par exemple, je vous ai mis, 2 crédits d'impôt très célèbres, qui sont le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Et sur l'aspect d'aide, je vous en ai mis quelques-unes. Une fois de plus, c'est vraiment pas exhaustif et il y en a d'autres. Mais ce que je voulais montrer surtout à travers l'aide, c'est que c'est pas parce qu'on a un projet vent qu'il va forcément pouvoir répondre à toutes les aides. Et que parfois, vous pouvez avoir le même projet qui, au cours de sa vie, parce que c'est des choses qui souvent se répètent d'année en année, va, ben, peut-être en début de projet, on va lancer une thèse sur une thèse chiffre, on en parlera un peu après. Et puis après, ça va déboucher sur quelque chose de concret, puis c'est une thèse chiffre, puis derrière, dire voilà, ben, le projet qui va être financé, j'en sais rien, c'est un projet de l'armée, un projet avec la DGA. Donc, voilà, et en parallèle, faire du crédit d'impôt recherche. Donc, l'idée, c'était ça, c'était de vous mettre un premier panorama, quelques éléments, et puis ça vous met comme ça quelques mots-clés sur des aides que vous trouverez après sur Internet ou ailleurs, mais que vous ayez déjà cette notion-là. Alors, ce que je me suis proposé de faire, je l'ai fait pour 3 ou 4 aides, c'est en détailler quelques-unes. Alors, une fois de plus, quand je dis en détail, c'est un détail macro hein, que je veux faire. Là encore, il faudrait typiquement le crédit d'impôt recherche, il faudrait au moins 2 heures pour commencer à aborder le sujet. Mais je voulais mettre vraiment les grandes lignes du sujet. Alors, le crédit d'impôt recherche, déjà, en 2021, donc la même année que ce que je vous donnais tout à l'heure, le crédit d'impôt recherche à lui seul, c'était 7,2 milliards d'euros. Et il y avait, donc en France, hein, 23 000 entreprises qui en bénéficiaient. Je vous invite à vous rappeler que le total des aides, c'était 11 milliards d'euros. Donc, vous voyez l'importance que le crédit d'impôt recherche représente à lui tout seul dans les aides publiques pour l'innovation en France. Alors, le crédit d'impôt recherche, il va concerner quel type de projet? Il va concerner les projets de R&D avec la levée de verrous techniques et qui permettent un enrichissement de l'état de l'art. L'état de l'art, c'est basiquement les connaissances qui sont accessibles avant le projet, qui sont accessibles par l'ingénieur du métier, hein, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est d'aller enrichir cet état de l'art pour aller résoudre des problèmes, donc lever des verrous techniques. Alors, l'aide, elle représente quoi? Alors, l'aide, c'est pareil, il y a un calcul il y a plusieurs types de dépenses éligibles, il y a des frais de fonctionnement qui s'ajoutent. Là, je vous ai mis vraiment quelque chose de synthétique. En gros, sur les dépenses de personnel, le crédit d'impôt que vous allez obtenir représente 43% de dépenses. Sur les investissements, alors ça peut être pas beaucoup si l'investissement est peu utilisé pour la R&D, et ça peut monter jusqu'à 50%. Et pour le reste des dépenses, on est sur un taux qui est le taux général du crédit de 30%, donc sous-traitance, brevet, veille et autres types de dépenses. Donc, on peut quand même monter de
à 50% selon les types de dépenses. Alors, les critères principaux, alors je vous ai mis là les cinq critères tels que présentés dans les documents du ministère, hein, pour qu'un projet soit éligible. Parce que vraiment, là, toute la base du crédit d'impôt recherche, c'est d'avoir des projets éligibles. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un crédit d'impôt, donc c'est l'entreprise qui doit s'auto-évaluer finalement sur l'éligibilité de son projet. Mon projet, donc déjà, il faut qu'il y ait de la nouveauté, c'est-à-dire que par rapport au marché, on propose une innovation, quelque chose qui n'existait pas. Comme il faut qu'il y ait de l'incertitude sur les résultats, ça, c'est cette fameuse trou dans l'état de l'art, finalement, de dire, ah mince, je ne peux pas résoudre mon problème à cause de mon trou dans l'état de l'art. Donc, finalement, je ne suis pas sûr, quand j'ai mon projet, d'arriver à terme. Euh, alors, il est demandé, là, c'est le critère tel qu'il est écrit, la reproductibilité des résultats. Ça veut dire qu'effectivement, la démarche qui va être entreprise doit pouvoir permettre de générer d'autres démarches similaires. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un transfert, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait la publication, le brevet ou ce genre de choses à l'issue du projet, hein. Ça veut juste dire que dans l'absolu, même au sein de l'entreprise, votre projet doit permettre derrière de pouvoir refaire d'autres sujets. La créativité, donc un concept originaux pour améliorer les connaissances, ça rejoint l'innovation. Et la systématicité, ça veut dire qu'on attend aussi des projets structurés, donc organisés avec des plannings et cohérents, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un ingénieur informaticien pour faire une étude sur des matériaux composites. Voilà. Ça peut paraître idiot, mais c'est des choses qui sont regardées, donc il faut bien, bien respecter. Dans les critères, alors il y en a beaucoup, hein, je ne vous les mets pas tout. J'ai quand même voulu noter ici, c'est qu'on peut avoir, donc vous avez vu dans les aides, j'ai marqué 30% de sous-traitance. C'est-à-dire que dans le crédit d'impôt recherche, vous pouvez aussi faire appel à un organisme extérieur qui va aller contribuer à votre projet. Par contre, ce n'est pas valable pour tous les organismes, hein. Il faut que les organismes aient obtenu un agrément, qui est un agrément spécifique crédit d'impôt recherche. Donc, qui s'obtient, alors généralement, les organismes publics l'obtiennent assez facilement, mais même des organismes privés. Donc, vous avez une liste qui est partagée. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, prestataire agréé crédit d'impôt recherche, et vous allez tomber sur la liste des prestataires agréés. Mais sachez que votre prestataire, il doit l'être pour que vous puissiez retenir ces factures dans votre crédit d'impôt recherche. Dernier point intéressant à noter, c'est que ce dispositif est cumulable. Alors, il y a des conditions aussi, mais c'est cumulable avec d'autres subventions. Et pour vous donner un exemple, en cumulant ne serait-ce qu'un crédit d'impôt recherche et une subvention, on peut assez facilement en monter, si les critères sont respectés, on peut assez facilement en monter à plus de 60%, 60-70% de subventions, enfin en tout cas d'aide sur un seul projet de R&D. Alors, deuxième exemple que je voulais vous donner, donc c'est la thèse CIFRE. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent aussi. Donc, c'est CIFRE, Convention industrielle pour la formation et la recherche. En gros, donc, ce sont des thèses. Il y en a à peu près 1600 qui sont lancées chaque année, donc ça fait quand même déjà un certain paquet. L'idée, c'est que c'est des thèses, et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sujet, c'est pas restreint à un certain type de domaine, par exemple. C'est une thèse particulière dans le sens où elle va associer une entreprise, le doctorant et un laboratoire de recherche. Donc, disons que par rapport à des thèses qui ne seraient pas CIF, celle-ci, il y a vraiment derrière, comme une entreprise qui est associée, une volonté de faire quelque chose qui est peut-être un poil moins un poil moins bas en maturité. Alors, l'aide qu'on peut obtenir sur la thèse CIFRE, donc là, on est sur, donc c'est 14 000 euros par an, donc c'est 42 000 euros en tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi éligible au crédit d'impôt recherche. Tiens, typiquement, l'exemple que je disais que c'est cumulable, qui permet aussi d'avoir 11 000 euros par an, moyennant un calcul plus fin. Donc, ça veut dire qu'on est déjà sur 25 000 euros par an pour un thésard qui va travailler pendant 3 ans chez vous. Donc, ça limite quand même beaucoup le coût du thésard. Les différents critères, l'entreprise doit être française. Il faut que le laboratoire qui est partenaire soit rattaché à une école doctorale, mais c'est quand même très souvent le cas. Il y a quand même une contrainte, c'est une thèse, donc c'est une durée de 3 ans. Si vous voulez faire quelque chose, un projet plus court terme, ça ne marchera pas. Et il y a aussi des critères il faut un salaire minimum pour le doctorant qui est de 1 200 euros brut par mois. Alors, chaque année, ça évolue un peu, ça dépend de l'année où on dépose, mais ça sera grosso modo ça. C'est le montant pour 2024.
Petite dernière ou avant-dernière. Alors, le triple R, donc ça, c'est le nom entier, c'est Solutions innovantes pour l'amélioration. Les triple R, c'est recyclabilité, recyclage et réincorporation de matériaux. Donc ça, c'est l'ADEME, c'est un exemple de l'appel à projet donc géré par l'ADEME, mais sur des fonds, avec des fonds, pardon, France 2030. Donc ça, c'est un méga appel à projet alors qui arrive à son terme, qui va aller toucher tout type de projets, de démonstrateurs qui veulent lever des freins technologiques sur ces thématiques, plutôt matériaux, donc sur recyclage, recyclabilité, réincorporation. Donc là, c'est sur toute la chaîne, de la conception jusqu'à la recyclage, réincorporation. Et ce appel à projet-là, qui est assez mouse, a des sous-catégories, on va dire. Donc, vous avez du plastique, textile, métaux, papier, aluminium, composite. Donc, vous avez chacun, là, il y a vraiment un gros cahier des charges avec des sous-cahiers des charges, mais pour aller encourager ce type de projet. L'aide ici qui est obtenue, alors c'est un mix subvention avance remboursable, hein. Donc là, pareil, ça dépend de l'entreprise, du type des travaux, mais en moyenne, il y a 70% de l'aide, de la subvention et 30% d'avance remboursable. Et le montant total de l'aide, là, c'est pareil, ça dépend de la maturité du projet, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Mais en gros, pour les grandes entreprises, on peut monter jusqu'à 65% d'aide et les petites entreprises jusqu'à 80%. Donc, ces aides-là, comme je disais, une réparties, mix, subvention, avance remboursable. Les critères, là, c'est pareil, il y en a énormément. Mais disons que le budget total, ça doit être au minimum 600 000 euros. Donc, ça fait quand même de gros appels à projets. Ça peut même monter jusqu'à 2 000 euros pour les plastiques, me semble-t-il, je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait quand même déjà un ticket d'entrée assez important, puisque chaque partenaire doit mettre au moins 400 000 euros. Ça fait partie des critères qu'on peut trouver là-dessus. On demande des porteurs qui soient des entreprises, hein, pas des centres de recherche ou des centres publics. Et dans ce type d'appel à projet, le nombre de partenaires est limité à 5 partenaires max. Là encore, vous avez d'autres critères. Ça, c'est vraiment pour donner des exemples, hein, finalement. Alors, si par hasard, en voyant ça, vous dites où ça m'intéresse, juste, je vous l'ai mis en dessous. Attention, la dernière deadline, c'est fin avril. Et il y a un processus à respecter pour déposer. Donc, dépêchez-vous si ça vous intéresse. Alors, j'ai fait une dernière petite slide avant de conclure sur les startups. Alors, les startups, je ne vais pas pouvoir vous parler de financement startup parce que c'est très, très, très vaste. Vous avez différents types de financement sur les startups. Donc, les scale-up, c'est les startups l'étape d'après, hein. J'ai mis quelques aides qui sont un peu globales qu'on va trouver dans différents coins de France. Donc, vous avez la bourse French Tech ou Émergence, donc, qui est pour les technos de rupture, hein, donc c'est tout ce qui est deep tech. Vous avez différents concours, Innov, eLab, ePhD. Vous avez aussi des prêts d'honneur, donc le réseau Entreprendre. Et en fait, vous en avez beaucoup d'autres. Je vous ai mis celles-ci parce qu'elles sont un peu générales, mais souvent, ce qu'on constate, c'est que des aides pour les startups, si certains d'entre vous sont dans ce milieu-là, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est bien sûr inlistable. Ça change. Et surtout, c'est des aides, c'est assez local. On va trouver région, métropole, la région va favoriser ça, tel type de projet. C'est souvent occasionnel. Vous avez des concours à tel moment, pouf, un concours d'innovation sur les startups, j'en sais rien, moi, dans le recyclage du bois, peu importe. Donc, vous allez avoir ça. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai mis ce petit slide parce qu'on en parle beaucoup et il y a des aides qui existent. Mais là, vraiment, mon conseil là-dessus, c'est aller voir ceux qui baignent dans le réseau. Alors, je vous le dis peut-être certains d'entre vous, sur des structures spécialisées, hein, des incubateurs, des pôles, qui, eux, vont pouvoir aller chercher vraiment les aides qui vont bien. Attention quand même, parce que le montant de toutes les subventions, là, dans la plupart des cas, c'est plafonné au fonds propre de l'entreprise. Donc, les startups étant quand même pas des grosses entreprises, ça peut être limitant aussi. Donc voilà, le mot de la fin. Le mot de la fin de tout ça, déjà, j'espère que ça vous a intéressé. Mais avant ça, je vais redire parce que c'était mon point de départ et je tiens vraiment à ce que ça reste aussi sur la fin, hein. Tout part d'un projet, d'une idée et après on va chercher le financement. Vraiment rester sur cet état d'esprit-là. Le contraire est souvent source d'échec et de frustration.
Quand on a des projets, j'ai parlé de projets multipartenaires, c'est important aussi qu'il y ait de la cohérence dans le consortium, hein. Alors ça, je ne vais pas ici parler de détails là-dedans, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est très regardé par les financeurs quand il y a plusieurs partenaires, qu'il y ait bien une bonne complémentarité, on sait qui fait quoi et à quel moment. Alors, un point aussi, obtenir un financement. Là, je vous ai présenté très sommairement plein de financements. Ça demande du temps. Ça demande du temps parce qu'il y a des dossiers à préparer, parce qu'il y a des fois il y a des jurys, parce que même en amont de ça, il faut déjà trouver le financement. Quand il y a en plus des projets multipartenaires, il faut monter le projet. Donc, même pour ceux qui sont accompagnés, ça vous demandera du temps. Et donc, du temps, dit un peu d'argent. Donc, il y a toujours un investissement à vouloir obtenir le financement. Mais ça peut être par contre très payant, hein. Mais vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, on va finir sur une note positive. C'est que vous pouvez trouver, alors voilà, je vous ai mis ici deux portails, il y en a d'autres, il y en a un des deux là qui est celui de la CCI, des CCI, pardon, mais c'est des portails sur lesquels, ben, par type d'entreprise, par type de projet, vous allez pouvoir déjà commencer à faire des filtres et ben, de 160, ça va peut-être passer à 15, 15, 20 aides et que vous allez pouvoir regarder après dans les cahiers des charges si vous rentrez dedans ou pas. Vous n'êtes pas seul aussi, parce que là, vous êtes encore seul sur Internet, mais vous n'êtes pas seul aussi parce que vous pouvez vous rapprocher donc, des pôles de compétitivité, dont le job de base, c'est quand même de monter des projets multipartenariales, des clusters. N'hésitez pas vraiment à aller voir vos régions, hein. Généralement, dans les régions, il y a toujours des interlocuteurs entreprises. Et c'est des gens, même quand on a un projet qui n'est pas très bien défini, qui peuvent vous aider aussi à vous orienter sur les dispositifs que propose la région. J'en parlais tout à l'heure, BPI, Banque publique d'investissement, là aussi c'est pareil, ils ont des chargés d'affaires qu'on peut contacter de manière très simple hein, via leur plateforme. BPI, l'intérêt aussi, c'est qu'ils ne font pas que de l'innovation. Donc, si vous, selon la phase de votre entreprise, si vous êtes en croissance, si vous avez peut-être besoin effectivement d'innovation, mais à côté, il y a, je sais pas, de l'investissement dans du matériel productif et tout ça, ils ont aussi d'autres aides qui peuvent être intéressantes. Pour vous aider, vous avez aussi toute une kyrielle de cabinets privés. Donc là, pareil, hein, vous reprenez votre moteur de recherche préféré et vous marquez cabinet financement innovation. Vous allez avoir les plus grands qui vont apparaître. Et puis vous avez aussi des experts hein, qui agissent indépendants, qui peuvent vous accompagner. Alors bien sûr, c'est jamais gratuit, mais bon, ça peut aussi vous aider à vous lancer dans la démarche. Donc voilà, donc ben, écoutez, merci de votre attention. Comme je disais tout à l'heure, j'espère que ça vous a apporté des éléments. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller prendre les questions du chat et puis ben, je porterai en direct des réponses. Je vous laisse juste là-dessous. Donc je vais laisser moi ce slide-là. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à vous en servir. Si par exemple il y a des questions auxquelles on ne répond pas aujourd'hui, si demain vous avez une autre question là-dessus, n'hésitez pas aussi à ce qu'on rentre en réseau sur LinkedIn, hein. On est un réseau d'INSA, ben, autant le faire vivre. Voilà, donc bah, je propose, Patrick, qu'on attaque sur les questions. Oui, très bien. Merci beaucoup, Olivier. Alors, il y avait une question qui est revenue plusieurs fois, c'est sur le replay, sur la mise à disposition des slides, hein. Donc, pas de Oui, problème. Si j'arrive à récupérer l'enregistrement, il y aura un replay sur notre site et les slides seront aussi à disposition, hein. tout à fait, oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait il y avait une question concernant les particuliers. Alors, je ne sais pas si tu la réponse pour les particuliers. Il y avait une question qui disait est-ce que les crédits d'impôt, ici, il existe des crédits d'impôt pour les particuliers, par exemple, si on investit dans une entreprise de recherche et développement? Xavier qui a posé cette Ah, question. ah oui, d'accord. Ça, c'est. Alors, je suis pas. Du coup, là, on est vraiment sur la partie particulière, donc je ne suis pas forcément expert là-dedans. Mais je sais que, bah, notamment, enfin, j'en avais fait un peu à titre personnel. Oui, quand vous intervenez dans des entreprises, des PME innovantes, je crois, vous pouvez récupérer. Alors, je ne sais plus combien c'était les montants, mais à titre sur vos revenus, en fait, hein, vous pouvez avoir un crédit d'impôt là-dessus. Qu'est-ce qui m'avait. Ah, j'ai plus en tête les montants, mais oui, quand on investit, alors il y a des critères à respecter, mais quand on investit dans des PME innovantes, il y a pas forcément innovantes d'ailleurs, mais il y a des crédits d'impôt qui peuvent vous aider aussi, vous, ce qui permet d'avoir dans votre investissement un premier, on va dire une première partie de rentabilité, puis après en espérant que bien sûr l'investissement porte ses fruits, c'est quand même le but. Il y avait un sujet, Olivier, là, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, c'était est-ce que tu aurais un cas concret d'une entreprise que tu as aidée et que tu pourrais nous présenter de façon synthétique?
Alors, j'en ai aidé des entreprises. Après, alors, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Euh, alors après, je ne pourrais pas donner de détails parce que Bien ben, la sûr, plupart du bien temps, on est sûr. dans des projets innovants. On pourrait, oui, bah là, j'ai travaillé dans le textile. Là, j'étais dans un centre technique du textile, mais j'ai aidé des entreprises du textile là-dessus. Effectivement, on a eu des entreprises. Le cas d'une entreprise, qu'est-ce qu'ils fabriquaient? Oui, qui voulait en fait vraiment fabriquer un process industriel vraiment innovant de manière d'assembler. C'était des sacs de type tote bag. Mais voilà, vraiment un process industriel tout refondu et qui, par rapport au textile, qui est quand même une très vieille industrie, il y avait vraiment de l'innovation là derrière. Et donc, ils ont fait appel. Donc, moi, je travaillais pour l'IFTH, qui était le centre technique industriel, hein. Donc, ils avaient fait appel à l'IFTH, bien sûr, pour leur savoir-faire technique. Mais on a aussi fait aussi un exemple. Alors, je donne un exemple plutôt financier, c'est le but de la présentation, mais d'ingénierie financière où on a pu, alors ça remonte à quelques années, mais on a pu obtenir une aide PIA d'à peu près de 50%, donc une subvention de 50%. Et en plus, on a pu générer du crédit d'impôt recherche sur le même projet. Et ce qui fait qu'au total, au total, ça a fait une aide d'à peu près 90%. Alors, c'était assez exceptionnel, parce qu'il y a des dispositifs qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui. Mais donc, après, alors, je ne sais pas quelle était la question le concret, mais comment ça se passait, c'est que l'entreprise avait un besoin technique à la base. Et après, du coup, ben, on a regardé le projet, on a vu les critères, on s'est dit, tiens, ça rentre dans cet appel à projet-là, qui était l'appel de la région Aura. Donc, ça y va. Et puis à côté, en plus, comme c'était de l'innovation, ça rentrait dans le crédit d'impôt recherche. Et du coup, en voyant ça, eh bien, sur le même projet, on a pu obtenir, jouer sur les deux tableaux, finalement, en toute transparence, hein, on n'a rien fait d'illégal. Et ce qui a permis et de préparer des justificatifs donc chaque année pour le crédit d'impôt recherche. Et en plus, avec le projet subventionné qui a duré 3 ans, et ben, à la fin du projet, de faire un rapport final, un rapport technique et financier pour valider tout ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, ce qui était attendu derrière, mais C'était Frédéric qui avait posé cette question. Je ne sais pas si Frédéric est encore sur le call. Bonsoir à tout le monde. Oui, merci d'avoir répondu, Olivier, à ma question. C'est vrai que vous m'entendez correctement? oui, Ah, très bien. Ok, super. En fait, on a effectivement une vue assez théorique qu'on retrouve facilement sur Internet, mais quand on est dans le concret, ça devient de suite plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'illustrer avec quelques exemples, sans rentrer dans le détail, bien sûr, c'est toujours intéressant parce qu'on arrive à se projeter sur quelque chose, quoi. oui, oui, Voilà. je comprends effectivement ce que vous dites. Alors après, m'adressant à la communauté INSA, je pense que vous avez tous des domaines divers et variés. Mais effectivement, oui, moi, comme je le méditais au début, des exemples, là, j'étais dans le textile, j'en ai dans l'aéro, j'en ai dans le nucléaire. Je vous dis, j'ai même dit, j'ai fait du jeu vidéo aussi à une époque. Donc voilà. Mais effectivement, ouais, je n'ai pas donné d'exemple là-dessus. Je comprends le point. Mais c'est bon du coup. Enfin, est-ce que ce premier petit exemple dans le textile, si ça a un peu éclairé? Oui, oui, ça éclaire, hein, mais effectivement, c'est en fait, tu adresses une problématique qui me semble compliquée parce que les aides, il y en a beaucoup et finalement, on se perd. Oui, Dans toutes ces aides, on finit par se perdre. Moi, je suis en phase de création d'entreprise et effectivement, il y en a tellement de partout. Il y en a avec la région, il y en a avec effectivement BPI France. Il y a beaucoup de conditions associées. On tombe pas forcément toujours dans les bonnes cases. Donc, ça reste un domaine qui est vaste. Et donc, c'est vrai que se raccrocher à des exemples, ça aide beaucoup. oui, ok. Mais effectivement, et je te remercie de ton intervention, mais tu as raison de le dire. Effectivement, il y a il y a une grande diversité d'aides. Là, comme je le disais, aujourd'hui déjà, parce que je ne sais pas si tout le monde connaissait BPI, ça fait qu'on pouvait taper à la porte de la région, tout ça. Je pense que là, en 3 quarts d'heure, impossible, bien évidemment, de donner tout le détail. Mais en tout cas, toi, tu es peut-être plus effectivement déjà dans ce sujet-là, ce que j'entends, mais ça peut aussi donner d'aller plus loin. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, alors pas là maintenant, mais si certains d'entre vous veulent qu'on creuse peut-être plus, qu'on fasse un webinaire à un autre moment, bien sûr, sur un sujet plus précis
sur un type d'aide ou sur… voilà, bah, n'hésitez pas aussi à le proposer, à le remonter à INSEE Alumni, ce sera avec plaisir, hein, bien sûr. Est-ce qu'on Ouais, je a confie. d'autres points, du coup, dans le chat? Je ne l'ai pas lancé pour garder l'écran visible pour tout le monde. Il y a Gildas qui parlait des Pays de Loire, Angers, Technopole ou Atlampol à Nantes, mais je pense que c'était un exemple par rapport à ce que tu disais. Et Pays de Loire, oui, oui, bah, comme dans toutes les régions, hein, il y a des aides, effectivement. Oui, moi, c'est Gilles Vaillant là, qui Ouais. parle. Donc, effectivement, je connais assez bien ces dispositifs, on va dire, qui sont aidés. Et effectivement, sur les nous, on a la chance sur les Pays de la Loire, si je puis dire, d'avoir à la fois sur Angers, un endroit qui s'appelle Angers Technopole, ou à Nantes, il y a la même chose qui s'appelle Atlampol, en fait, qui regroupe et qui peut aider tous ceux qui sont intéressés sur l'innovation, que ce soit à la fois sur des projets de start-up en partant de zéro, ou je dirais sur des thèses d'ailleurs, hein, sur des dispositifs avec un programme entre autres qui s'appelle S'élancer, qui soutient tous les projets innovants des entreprises de la région, et donc qui donne accès à tous ces dispositifs que tu as cités, Olivier. Donc nous on a cette chance-là, en tout cas sur la région Ouais. des Pays de la Loire, parce que je les connais bien. Moi-même, je suis aussi en phase de lancement d'une start-up avec nous on a un soutien donc de la région. Effectivement, je confirme, il y a beaucoup d'aides qui sont de la région, qui s'appelle PL2I, hein, Pays de la Loire double innovation, on va dire. Voilà, et qui permet, qui est une subvention qui donne jusqu'à 7 000 € pour tous les projets innovants, même avant de créer sa société. Mm. Bon, voilà. Donc, c'est un exemple. Oui, Voilà. oui, effectivement, non, mais merci d'alimenter avec des exemples. Tu as aussi Solutions Éco en région, que tu les connais peut-être, mais qui pourront aussi Oui. qui organismes attachés à la région et qui vont aussi aller aider les entreprises. Alors peut-être qu'en phase de création, anté-création, je sais pas, mais en tout cas, moi j'avais travaillé avec eux. Ils sont aussi assez au fait des dispositifs. Et l'autre point que tu as cité, c'est le réseau Entreprendre qui est très actif aussi pour tout ce qui est start-up, pour soutenir, ainsi de suite, qui font des prêts d'honneur, qui peuvent être parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc qu'il faut solliciter également. Mm. Et enfin, il y Voilà. avait Jean qui avait quelques questions, notamment sur le crédit impôt recherche. Jean, tu es encore parmi nous ou pas? Oui, Oula. vous m'entendez? Ah Oui, oui, très bien. oui, Oui, très très bien, bien. super. Oui, donc oui, bah c'est oui, Jean, bon, j'ai mis Jean, je suis Jean-Claude. Oui, parce que bon, moi j'ai travaillé effectivement dans les aides, mais il y a une dizaine d'années, et de mémoire, le crédit impôt recherche, il fallait d'abord présenter le dossier, donc à l'envers là, de ce que tu viens de Alors, nous expliquer là, mhm, Olivier. Et mhm. également, ça a permis à nombreuses sociétés, EMIG, etc., plein d'autres d'ailleurs sur Lyon, de monter les dossiers de crédit impôt recherche et de faire leur beurre là-dessus. Alors, je voulais un peu savoir ce qu'il en était en 2024, tu vois. Avec ce que tu nous as expliqué, moi, j'ai compris que maintenant, on demandait systématiquement le crédit impôt recherche, mais il fallait garder sous le coude le dossier, alors qu'avant, il fallait le faire valider. Il était lu d'ailleurs par des personnes dans des services décentralisés de l'État. Et puis pour terminer, parce que ça rejoint aussi ma question, j'avais une autre question sur le crédit impôt recherche. Quand on démarre un projet, est-ce qu'on peut demander un rescrit fiscal pour être sûr que le dossier, puisqu'on n'a pas à le présenter Mhm. obligatoirement, si j'ai bien compris, mais pour s'assurer qu'on ne va pas être retoqué quand il y aura un contrôle, par exemple, dans 2 ou 3 ans. Voilà, merci. Alors, eh ben, je vais répondre aux deux questions qui se rejoignent en plus, donc c'est parfait. Donc, sur le crédit d'impôt recherche, alors, moi, j'étais dans le crédit d'impôt recherche, on va dire, de 2008 enfin, je veux dire jusqu'à maintenant, mais en tout cas jusqu'à 2018, en gros. Et ça a toujours été le système tel qu'il était présenté là.
c'est-à-dire c'est un système déclaratif. Donc là, le formulaire, alors à l'époque, ce n'était pas télédéclaré, mais c'était 3-4 pages, rien de plus, qu'il fallait envoyer. Par contre, ce qui est vrai, c'est que souvent, quand l'entreprise déclare son crédit d'impôt recherche pour la première fois, par exemple, ça génère des petites alertes au niveau de l'administration qui va justement aller demander des justifications peu de temps après avoir déposé la déclaration. Donc ça c'est ça. Après, il y a effectivement, et tu le cites, le dispositif dit de rescrit fiscal. Alors ça, c'est simplement, c'est ce que tu disais, en fait, on peut demander sur la base du volontariat, dire, tiens, j'ai tel projet, quel est, vous, administration, quel est votre avis sur l'éligibilité au CIR? Alors, il faut savoir que ce dispositif-là, enfin moi, quand je travaillais dans les cabinets, donc je n'étais pas aiming, mais voilà, l'équivalent, ces dispositifs-là, en fait, le rescrit n'est pas ce qu'on appelle opposable. Ça veut dire que si l'administration, j'en sais rien, en 2016, vous dit ah ouais, votre projet, c'est bon, il est éligible, et puis en 2020, vous avez un contrôle fiscal et le gars qui va relire le dossier à ce moment-là dit pour moi, c'est pas éligible, eh ben, c'est pas parce que vous avez eu le rescrit que ça va forcément, ça va jouer en votre faveur, mais ça ne va pas forcément être opposable à l'avis négatif d'un contrôle fiscal. Donc, le rescrit, comme tu évoquais, c'est plus quelque chose que l'on encourage pour ceux qui voudraient se lancer, qui ne sont pas vraiment sûrs, qui ont un budget un peu sec, qui veulent quand même, ou même qui doivent aller voir des banques pour aller chercher des fonds par ailleurs. Oui, ça permet effectivement de sécuriser un peu plus la chose, mais c'est pas, voilà, ça ne garantit pas à 100%. Ce n'est pas parce qu'un rescrit dit OK que derrière, vous êtes 100% éligible. D'ailleurs, il me semble que dans le courrier du rescrit, ils le disent. Ils disent en l'état de ce qu'on a vu à l'instant T où on l'a vu, c'est bon, mais une seconde plus tard, on ne peut pas se prononcer. Ça répond à tes questions? Ah, Bon, Oui, non, oui, pardon, le temps que je réactive le pas de micro. souci. Oui, oui, non, merci, merci bien. Moi, ça devait dater d'avant 2008, effectivement, là, les D'accord. dossiers de crédit impôt recherche, parce que moi, j'ai le souvenir qu'ils étaient relus par les services déconcentrés, là, l'État, entre autres, Ouais, côté enseignement supérieur, relisez, là. les D2RT, ouais. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Voilà. Ben, merci, comme ça m'a mis à jour. Ça te met à jour, parfait. Félicitations, félicitations. Je raccroche. Merci. euh, OK. euh, Est-ce qu'on donc avait il y d'autres a, questions ou... sur le chat, il n'y a plus d'autres questions, mais si on peut Parfait. prendre une ou deux questions à l'oral, si vous avez encore 2 minutes là, il y a des questions. Bon, bah, Bon, écoute, Olivier, je te propose j'ai de l'impression que c'est conclure pas le cas. de Bah, conclure ce webinaire. parfait. Bah, écoutez, merci à tous. Donc, tout sera disponible. N'hésitez pas. Voilà, mes coordonnées sont encore là quelques instants. Mais voilà, faisons jouer Ah, le réseau pardon, aussi. oui, non, je reprends Oui. la parole, pardon, parce que Ah, j'en avais une. Moi, il y a l'Europe, qui nous a pas du tout parlé de l'Europe, et la France, enfin, pareil, il y a 10 ans, hein, mais était très en retard sur la demande des subventions, des aides européennes. Qu'est-ce qu'il en est là en 2023? euh, Et comment pousser les entreprises françaises à utiliser les aides? Parce que l'idée était que surtout qu'on aille chercher, enfin, entreprises, des aides en Europe, pas uniquement en France, hein. Il n'y a plus tellement d'argent au passage, hein, la France. oui, bah, Est-ce que tu as, je sais pas, si on ne dépasse pas le temps, est-ce que tu peux donner un petit éclairage quand même sur l'Europe? Parce que c'est là où il faut aller chercher les sous, hein. Il faut pousser les entreprises vers l'Europe, hein. oui, alors il y a quand même encore de l'argent en France aussi, mais effectivement, il y a les plus grosses, les grosses enveloppes sont en Europe. Alors effectivement, on n'est pas forcément les meilleurs élèves en France sur l'Europe. Alors j'ai pas les derniers chiffres, en tout cas je les ai pas sous le coude, parce que chaque année c'est publié en fonction des lauréats, donc ceux qui vont obtenir les aides sur les projets. On sait qu'il y a, voilà, il y a certains pays qui sont plus, je veux dire, qui sont meilleurs que d'autres en nombre de projets ou en aide obtenue. De mémoire, mais là, je fais vraiment de ça de mémoire, je pourrais chercher un peu plus en détail. La situation s'améliore, mais on n'est pas encore dans le top, quoi. On n'est pas encore dans le top. C'est-à-dire qu'il y a certains pays européens qui ont un peu la politique du volume, alors que nous, on va plutôt chercher à présenter des bons projets. Tous les projets sont bons, mais des projets plus creusés, en fait. Et force est de constater qu'en tout cas, ces dernières années, dans la statistique, on n'en tient quand même pas forcément tant que ça.
Après, sur l'Europe, puisque toi, tu connais le sujet, effectivement, c'est des gros montants. On parle de projets où, si vous voulez, s'il vous faut 1 million d'aides, ça ne les intéresse pas, quoi, hein. Là, on va nettement au-dessus. Et par contre, il y a beaucoup de concurrence et on a des taux de réussite qui sont, alors ça dépend des appels à projets, mais qui sont assez bas quand même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, attention, mais ça veut dire qu'il y a quand même une féroce concurrence. Là, je préconise plus que fortement, si vous voulez vous lancer dans l'européen, de prendre un cabinet conseil et un cabinet qui soit spécialiste là-dedans. Parce que c'est des gens qui vont aller grenouiller aux bons endroits, dans les bons bureaux à la Commission européenne, qui vont être au courant un peu en avant, qui vont pouvoir tester les critères, le projet. Donc ça, mais on est vraiment sur du lobbying intensif pour lequel a priori, on s'améliore, mais on peut encore s'améliorer en France en tout cas. Mais j'ai pas de chiffres, par contre, je suis désolé hein, là derrière, puisque mes dernières infos datent un peu et là, je les ai pas sous le coude. Très bien, merci Olivier. C'était il y a des remerciements et des félicitations là dans le chat aussi. D'accord, j'irai voir après avant qu'on coupe. Ça marche, merci Donc, beaucoup. merci beaucoup. Merci à Et tous. puis, très bonne soirée à tous, hein. Hop, Merci. Au revoir. merci, au revoir. T'as arrêté l'enregistrement Je mets la fin à la réunion, puis normalement, je récupère l'enregistrement, mais D'accord. il est parti dans le cloud parce que sur mon PC, il n'a pas voulu s'enregistrer, donc j'espère que je vais arriver à le récupérer. Allez, merci beaucoup Olivier, hein, puis bon courage pour la suite de tes Oui, événements personnels. ça marche, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.